Voilà, aussitôt dit, aussitôt arrivé, Patricia Bristol qui vient de nous rejoindre. Donc on va pouvoir commencer sur cette deuxième conférence de la matinée sur la formation grand public et les progrès qu'on peut déjà constater. Et nous allons les évoquer pendant les 45 minutes à venir avec nos invités. Le commandant Fabien Testa, chef de la section secourisme à la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Bonjour mon commandant. Vous allez nous parler des différentes formations, des freins qui ralentissent leur efficacité, mais aussi, restons positifs, des progrès qui sont faits. Patricia Bristol, donc, qui vient d'arriver, est également parmi nous. Bonjour. Vous êtes en charge du secourisme à l'Éducation nationale et vous allez justement nous parler des actions qui sont mises en œuvre dans l'enseignement scolaire. C'est aussi un plaisir d'accueillir Jean-Pierre Leleu, sénateur des Alpes-Maritimes. Alors un plaisir parce que nous sommes de la même région, la Côte d'Azur. Ancien maire de Grasse et moi je suis d'Antibes, donc on va apporter du soleil, même si on en a aujourd'hui, donc ça fait double soleil en tout cas ce matin. Et Jean-Pierre Leleu va nous présenter ce nouveau dispositif relatif au permis de conduire, sa mise en œuvre concrète et ses perspectives. Et enfin Christophe Talmet, responsable national de la formation à la Croix-Rouge française, qui nous parlera de l'initiation au risque à la CRF. Bonjour. Merci à tous les quatre en tout cas d'être là. À la fin donc de cette présentation, je compte sur vous pour des questions, des interrogations. Vous prendrez la parole. On a un micro qui va passer parmi vous. Surtout, vous n'hésitez pas. Et on va passer tout de suite à l'intervention du commandant Fabien Testa, donc sur le thème PSC1, IPS, JDC, formation de masse, freins et progrès. On va déjà mettre ça à la bonne hauteur. Bonjour. Donc je vais succinctement et assez rapidement faire la présentation sur le sujet imposé qui est le mien. IPS, PSC1, Journée de défense et citoyenneté, les formations de masse. Donc tout ce qui relève d'initiatives, freins et progrès. Alors pourquoi rapidement? Parce que les autres intervenants vont rentrer dans le détail de certaines de ces formations, donc je ne vais pas déflorer leur sujet. Et d'autre part, le sujet est assez vaste. Donc je ne vais pas le traiter complètement, mais plutôt vous donner des pistes de réflexion. Il y a 10 ans maintenant, la loi de modernisation de la sécurité civile a mis en place quelque chose de très nouveau qui est l'acteur, le citoyen, acteur de sa propre sécurité. Alors c'est un joli mot, ça veut dire beaucoup de choses. La question c'est après, qu'est-ce qu'on y met dedans? Ce qui se dessine lorsqu'on va mettre dedans, aujourd'hui en premier lieu, c'est des gestes de secours, des gestes élémentaires de secours, sous-entendu sans matériel, sans moyens très poussés, qui peuvent être faits par tout le monde, dès lors que ce citoyen est éduqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette éducation, rien que dans le titre, vous voyez qu'elle passe aujourd'hui par des tas de noms, des tas de formations différentes. IPS, Initiation au premier secours, PSC1, Prévention et secours civique, du même secourisme transposé dans le milieu du travail, le SST, des points de secourisme qui arrivent à différents parcours de la vie, aujourd'hui aux journées de défense et citoyenneté, demain peut-être au permis de conduire, etc. Alors là-dessus, la première réflexion qui est, est-ce que cette multiplication de formations, au final, est un frein ou un avantage en matière d'enseignement citoyen du secourisme? On constate que dans toutes ces formations, foncièrement, on attend toujours la même chose, que le citoyen il soit capable de réagir en urgence à des gestes, à des situations vitales. Donc il n'y a pas de matière à multiplier les enseignements. En revanche, pour pouvoir avancer sur ce parcours citoyen, qui est une véritable éducation du citoyen et non pas une simple formation, il y a une nécessité, un impératif, qui est que les formateurs, quand ils enseignent à ces citoyens, soient capables de reprendre ces gestes et de les contextualiser aux attentes et aux besoins de celui-ci. Un jeune enfant, en matière de pédagogie, on ne va pas pouvoir lui enseigner les gestes de la même façon qu'un adulte. Un adulte, il ne va pas avoir les mêmes attentes, il ne va pas avoir les mêmes sensibilités, selon qu'il a 15 ou 16 ans et une certaine façon de voir la vie, selon que cet adulte va être peut-être une jeune mère de famille avec un enfant, selon que cet adulte va être dans un milieu du travail où il y a des risques spécifiques, ou sur un âge beaucoup plus avancé, et où, parce qu'il aura des problèmes de santé ou autres, il va être sensibilisé à d'autres choses, où il ne va pas pouvoir agir de la même façon. Donc l'objet, il ne porte pas sur la multiplication, en termes d'initiatives des formations,
mais plutôt sur une éducation en premier lieu des formateurs dans leur capacité, eux, à s'adapter, à vulgariser un message quasi unique, adapté à chaque population, à chaque citoyen, à chaque particularité de chacun d'eux. C'est vraiment un travail à la pince à escargot si on veut atteindre ce genre d'objectif. Donc, ça, c'est déjà une première généralité qu'il faut bien comprendre. Ce parcours, il arrive. La deuxième question en termes d'initiative ou de frein, c'est est-ce que ce parcours, il faut le réglementer, c'est-à-dire créer des obligations ou des textes réglementaires qui font connaître ces formations, ou est-ce qu'il faut viser à rester sur une formation la plus unique possible, le PSC1, et mettre autour, par l'action propre et seulement celle du formateur, ce milieu, ce contexte, et répondre aux attentes de chaque citoyen. À titre personnel, j'ai mon point de vue, mais ça, c'est une piste de réflexion qui est à avoir. La multiplication des formations par des actes réglementaires, il faut bien être conscient que c'est déjà un frein en soi, puisqu'il va falloir prendre ces actes réglementaires. Vous constatez, vous êtes certainement tous en train de le constater au quotidien en matière de secours, en train de vous dire pourquoi les textes ne sortent pas, pourquoi c'est si long, etc. Bon, foncièrement, c'est pas que les gens font rien, c'est que ça prend beaucoup de temps, et c'est un travail qui est lourd au niveau interministériel, souvent, pour quelque chose qui se concrétise par une simple action de formation. Le deuxième frein, c'est que si on veut multiplier ces formations auprès de tous les publics, il y a besoin de deux choses. Je vais ouvrir des portes ouvertes, là encore. La première, il faut de l'argent. La seconde, il faut du monde, des formateurs en l'occurrence. Donc il y a une réflexion à avoir sur le coût de la formation. Est-ce que, si on veut que tout le monde soit formé, est-ce qu'il faut qu'elle soit gratuite et donc faire porter une charge à l'État? Ce n'est pas à moi d'y répondre, mais c'est un élément de réflexion. Ça sera au législateur à un moment de faire des choix dans sa sagesse. Et de l'autre côté, à l'inverse, de dire, ben non, c'est peut-être pas au législateur, mais c'est à chacun, parce que c'est une démarche citoyenne, qu'à un moment, d'être capable de dire, je prends 10, 15, 20 ou 100 euros de mon argent pour être moi-même capable de porter secours à mon fils, à un proche ou à quelqu'un en général. Le deuxième frein là-dessus, je pourrais développer sur les coûts de formation, mais je n'ai pas le temps. Le deuxième frein, c'est les RH. Le nombre de formateurs disponibles. Aujourd'hui, on a un système en France de formation qui est dans un domaine non concurrentiel. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des associations sans objet lucratif pour diminuer les coûts d'enseignement, mais avec des gens qui ont la disponibilité, qui sont celles de gens qui s'investissent personnellement dans ce milieu, et de l'autre côté, un système qui repose sur les structures de l'État, l'éducation nationale et la défense aujourd'hui en premier lieu, qui là encore ont leurs moyens et les budgets qu'on leur alloue pour remplir les missions. On en revient toujours au même cercle. Donc aujourd'hui, les freins, ils sont peut-être là, ils sont aussi dans un deuxième volet. Est-ce que le citoyen a déjà envie et sent pour lui l'envie et le besoin d'être formé? Là, on quitte le champ de la formation, mais on est dans celui de la sensibilité de chacun sur le secourisme et sur son action en matière de secourisme. On est sur une éducation à la citoyenneté, mais c'est un autre domaine. Les initiatives ou les progrès qu'on constate depuis quelques années, le premier, même s'il a fait frémir beaucoup de formateurs, qui s'est concrétisé dans les textes en 2012, c'est d'avoir rendu à ceux qui forment, aux organismes qui forment, une totale liberté pédagogique, une totale liberté dans la façon de construire leurs enseignements. Le but, c'est qu'ils puissent les multiplier, qu'ils puissent les adapter à toutes les populations qu'ils ont envie de toucher. La deuxième chose qui a été offerte par les textes réglementaires, c'est la possibilité d'utiliser dans l'enseignement des outils qui jusque-là n'étaient pas dans la culture, ou du moins pas dans la culture française. Des outils d'enseignement à distance d'une part, des outils de formation de masse d'autre part. Ça commence à se mettre en place, à se généraliser. Ces outils, ils ont un énorme avantage, ils diminuent la durée de formation avec une ressource limitée, les formateurs. Ils permettent parfois de multiplier les effets parce que celui qui apprend peut repartir avec le matériel, réapprendre chez lui ou se réinfuser les choses, et de l'autre côté, faire apprendre à d'autres. Donc ça, il y a un effet démultiplicateur sans besoin de ressources humaines fortes. Il a un inconvénient parce qu'il n'est pas passé dans les mentalités encore.
c'est qu'au lieu de mettre sur scène et au milieu de la scène le formateur, il met l'apprenant. Et ça, c'est un changement de culture en France. Vous constatez tous, dans les initiations, dans les formations que vous faites, que c'est vous qui êtes sur la scène. Vous montrez, vous démontrez, vous réexpliquez. Prenez le temps de mesurer le temps que l'apprenant, lui, va pratiquer. Les outils de formation de masse, aujourd'hui, ils ont le mérite d'avoir inversé cette situation, d'avoir mis en coulisses le formateur et de mettre sur le devant de la scène et de rendre actif l'apprenant. Donc ça, c'est un des intérêts de ce type d'outil. C'est une des voies de progrès. La plus grosse voie de progrès, ou la plus large marge d'initiative, à mes yeux, bon là je parle en tant que représentant du ministère, elle consiste surtout aujourd'hui à permettre aux formateurs de contextualiser leurs enseignements aux besoins et d'utiliser tous les outils sans se limiter, dès lors qu'ils vont permettre d'atteindre les publics visés, tous les publics. Pour nous, ça passe par une chose, ça passe par une forme de déréglementation, donc de plus large autonomie, pas d'absence de réglementation. D'une déréglementation, une large autonomie, pour de l'autre côté vous permettre de faire ça, tout en garantissant, et ça c'est ce que porte l'État, que ce que vous enseignez, c'est ce qui doit être enseigné dans l'intérêt de ces gens-là. Les bons gestes et les bonnes pratiques. Donc voilà globalement un petit peu le tableau au sens le plus large. Je pense que vous allez avoir d'autres visions plus ciblées sur chacun des publics maintenant. Merci beaucoup Fabien Testa pour votre introduction. Et je vous propose tout de suite de retourner tous ensemble à l'école pour voir justement comment l'initiation au secourisme y est dispensée. C'est avec Patricia Bristol. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là et je suis ravie aussi que vous soyez là. Et j'ai l'honneur de succéder donc au discours du commandant Testa qui vous a présenté un petit peu les évolutions du secourisme. Et je dois dire qu'on en a bénéficié, que nous travaillons ensemble et c'est vrai que ça fait avancer les choses, notamment à l'éducation nationale. Alors, le secourisme à l'éducation nationale, si vous voulez, c'est quelque chose qui est relativement récent. Hein. C'est en 2007 qu'on a vraiment commencé à investir le lieu et c'est quelque chose qui nous a pris du temps et qui nous prend encore du temps. Ceci dit, on avance très très bien. Alors c'est cette barre-là. Hein. Ah pardon. Non, bon, ben, je suis allée un peu vite. Enfin, Je vais revenir avec cette flèche-là. Voilà. Non, mais je suis utilisé un ordinateur. Hein. Mais... Voilà. Alors, si vous voulez, pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ce ministère, je vais vous recontextualiser les choses au niveau de la législation, notamment au niveau des lois. C'est-à-dire qu'à l'Éducation nationale, on nous a donné la possibilité, voire l'obligation, d'enseigner les gestes de premier secours à l'école. Ça veut dire qu'avec tout ce que vous a expliqué le commandant Testa, on va essayer d'en faire des secouristes et des citoyens. Alors, on s'est appuyé dans un premier temps sur deux lois que vous connaissez sans doute, hein, la loi donc relative à la politique de santé publique et la loi de la sécurité civile en 2004. Et suite à ça, il y a eu un fameux décret, donc en 2006, sur lequel nous nous sommes appuyés pour écrire notre circulaire qui permet d'organiser le secourisme à l'éducation nationale. Cette circulaire sera bien évidemment actualisée et à rénover puisque aujourd'hui nous avons avancé dans l'organisation, puisque les textes notamment de 2012 sont sortis. Donc c'est dans ce contexte, il est sensible. Hein. Voilà. Tous les textes qui sortent à l'éducation nationale sont codifiés dans notre code personnel, le code du ministère. Donc ça veut dire que le ministère s'empare de ce sujet et nous sommes tenus d'appliquer la loi.
À l'Éducation nationale, nous avons aussi une loi qui nous concerne directement, qui est la loi de la refondation de l'école. Et le secourisme est inscrit dans cette loi. Et ça a une valeur symbolique très importante et nouvelle et qui va nous permettre d'avancer. Vous connaissez, pour ceux qui sont à l'Éducation nationale, parce que j'en vois qui sont dans la salle et je les salue, à l'Éducation nationale, nous avons le socle commun de connaissances et de compétences qui nous permet, si vous voulez, d'avoir des repères sur les connaissances et les compétences que doivent acquérir nos élèves. Et le secourisme fait partie, évidemment, de ces choses à acquérir. Ça, c'est la circulaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait une déclinaison du décret de 2006 et qui nous a permis d'organiser le secourisme à l'école. Mais en vous parlant un peu du secourisme tout à l'heure et en répondant à vos questions, j'irai plus avant. Je vais laisser aussi la parole aux autres intervenants. Alors, quels sont les enjeux au niveau de l'éducation nationale? Donc, vous le voyez sur la diapositive. Les enjeux, ça va être développer des compétences, mais dans un continuum d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va commencer dès l'entrée à l'école jusqu'à la sortie de l'école. Je ne vais pas anticiper sur l'intervention suivante, sur la prochaine table ronde, mais vous verrez qu'il y a apprendre à porter secours qui nous permet de développer les gestes de premier secours dans le premier degré. Et pour le second degré, donc, on va être dans l'application de la loi et on va développer le PSCA. Donc, deuxième enjeu, c'est faire prendre conscience du rôle de chacun dans la prise en charge de sa santé, de sa sécurité et apporter son concours pour préserver celle des autres. Alors, cet enjeu, il est fondamental et il rejoint bien la nouvelle loi de l'école, la loi de la refondation, où nous parlons pour la première fois de promotion de la santé. Et quand on parle de promotion de la santé, en fait, on parle de rendre les gens autonomes par rapport à leur santé, être capable de faire de choix, mais surtout veiller à sa sécurité et aussi à celle des autres. Donc le secourisme rentre en plein dans ce champ. Et puis, bien évidemment, et on l'a vu dernièrement avec l'actualité, c'est adopter et avoir des comportements citoyens. Et ça, c'est un rôle de l'école également, pas que l'école, mais l'école en fait partie. Et donc, le PSCA, les gestes de premier secours, sont aujourd'hui vraiment des enseignements à ne pas oublier. Donc tout ça, si vous voulez, c'est englobé dans la circulaire 2006 dont je vous parlais tout à l'heure et qui s'appelle « Éduquer à la responsabilité ». Ce qui n'est pas rien de le dire. Alors, pour ce faire, pour pouvoir mettre en œuvre le secourisme à l'éducation nationale, nous avons bien évidemment fait une demande d'habilitation en tant que ministère auprès du ministère de l'Intérieur qui nous donne la possibilité de développer nous-mêmes nos formations, de délivrer les formations au sein de l'éducation nationale. Alors, comment sommes-nous organisés? Alors, nous sommes organisés d'une façon un petit peu pyramidale, c'est-à-dire qu'au ministère, nous avons, en lien avec les textes, nous avons donc créé une équipe pédagogique nationale, donc l'EPA, qui est que sur le volet pédagogique, le volet administratif, je m'en charge avec la lourdeur que ça comporte, mais nous arrivons à fonctionner. Et au niveau de chaque académie, vous savez qu'à l'Éducation nationale, nous avons des territoires qui sont répartis pratiquement par région, donc une académie à peu près par région. Il y en a 2-3 qui sont un petit peu différentes, mais en règle générale, c'est cela. Et nous avons des chargés académiques du dossier secourisme avec qui je travaille et qui nous permettent, si vous voulez, d'harmoniser et surtout de bien organiser le secourisme à l'éducation nationale. Et bien évidemment, en tête de file, c'est quand même le recteur qui est responsable de ce qui se passe dans son académie. Donc, quand nous avons l'habilitation, nous lui délivrons un certificat qui lui permet de mener ses enseignements. Alors, il faut savoir tout de même que dans chaque académie, il y a aussi des équipes pédagogiques de formateurs qui sont donc en lien avec l'EPA. L'équipe pédagogique nationale, le PN, pardon.
Alors nous disposons d'outils pédagogiques. Alors dans les outils pédagogiques que nous avons, bien évidemment, il y a le référentiel, il y a les référentiels dont on parlait tout à l'heure, qui est quelque chose de nouveau, qui nous a demandé beaucoup de travail et de disponibilité, hors souvent du temps devant élèves, hein, pour les enseignants qui font partie de l'équipe pédagogique nationale. Nous avons écrit ces référentiels, nous les avons testés et nous les avons fait bien évidemment valider par le ministère de l'Intérieur et mis en application. Aujourd'hui, nous en sommes à l'évaluation de ces référentiels et nous allons bien évidemment les adapter par rapport aux évolutions et puis par rapport aussi au retour d'expérience. Alors nous travaillons évidemment avec les recommandations du ministère de l'Intérieur, que vous connaissez tous. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure donc d'apprendre à porter secours dans le premier degré. Et nous avons une brochure qui s'appelle « Apprendre à porter secours à l'école » et qui sera bientôt actualisée. Et là encore, je n'anticipe pas sur l'intervention du professeur Amirati. Alors, notre travail à l'éducation nationale, il est énorme. Il est énorme. On a plus de 180 formateurs de formateurs, plus de 6000 formateurs. Nous devons former tous les élèves de 3e par an. Donc, c'est vrai que c'est un travail énorme. Les personnels de l'éducation nationale ont une fonction au sein de notre ministère, donc les disponibilités ne sont pas toujours évidentes. Donc, si vous voulez, on essaie de travailler en partenariat avec la Maïf qui nous a donné un soutien financier notamment dans le cadre des formations, par exemple dans les DOM, parce qu'on a voulu rendre les départements d'outre-mer autonomes, puisque les trajets, ce n'est pas des trajets en train, là, hein, c'est des trajets en avion avec des hôtels et pour plusieurs jours, donc ça devenait très compliqué. Et aussi en termes de matériel, ce qui nous a permis aussi de fournir des kits de mannequins dans toutes les académies et tous les départements. Et actuellement, nous avons sorti une petite plaquette qui sera délivrée à chaque élève en fin de 3e. Et puis, la Croix-Rouge ici présente, et là, je ne vais pas anticiper non plus sur le discours du collègue. Ceci dit, la Croix-Rouge aussi nous apporte son soutien dans les formations et nombreux sont aussi les collègues qui ont double casquette et qui œuvrent auprès de la Croix-Rouge. Et je les en remercie. Et autres, j'ai mis autres parce que je ne peux pas citer toutes les associations qui travaillent à nos côtés pour vraiment essayer de répondre à cette demande qui est de former nos élèves au PSC1, mais il y a énormément d'associations agréées évidemment qui travaillent à nos côtés. Alors, ils travaillent à nos côtés, mais bien évidemment, c'est dans le cadre de conventions, voire de chartes et de circulaires académiques. Voilà, donc on essaie aussi, vous voulez, de border un petit peu les choses pour ne pas être embêté avec des organisations qui ne seraient pas les bonnes. Alors, juste avant de terminer, je vais vous parler quand même des chiffres. Là, je vous ai dit comment on était organisé. Nous avons des formations, nous avons une école des cadres de l'éducation nationale qui se trouve à Poitiers et nous y allions tous les ans. D'ailleurs, actuellement, l'équipe pédagogique est sur place pendant 2 semaines pour faire une formation de formateurs de formateurs. Donc, je repars à Poitiers. J'y étais en début de semaine et je repars à Poitiers la semaine prochaine. Nous avons donc 13 formateurs de formateurs qui vont être formés. Voilà, donc on continue à vivre et avancer, mais je vais vous montrer un petit peu d'où nous sommes partis et j'espère là où nous voulons aller. Alors, les chiffres, je vais très très vite. Donc, apprendre à porter secours, je ne m'attarde pas, puisque le docteur Amirati est là, et je crois qu'elle le fera, mais c'est quelque chose qui est en hausse. J'accélère parce que j'ai pris trop de temps. Le PSC1, pour faire très, très bref, on est parti en 2008-2009, on était à 3%, ensuite 13%. En 2011-2012, 25%. Aujourd'hui, nous sommes à 30% d'élèves de 3e formés à la fin de leur scolarité.
Voilà, les perspectives, c'est continuer donc nos formations. On a un module d'intégration pour les formateurs qui viennent d'autres structures pour qu'ils intègrent notre référentiel, développer beaucoup plus, apprendre à porter secours et pouvoir avoir un logiciel qui permette à nos statistiques d'être très lisibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Patricia Bristol. Et pardon, c'est vrai que je suis un peu obligé de presser nos intervenants, mais on est très timé. Et de l'école au permis de conduire, figurez-vous qu'il n'y a qu'un pas. C'est effectivement le chemin normal pour un jeune aujourd'hui. Et figurez-vous qu'en juin 2014, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur la formation pratique au premier secours dans la préparation au permis de conduire. Et cette loi a été notamment promue par le sénateur Jean-Pierre Leleux, qui va nous en dire plus tout de suite sur son application et ses perspectives. Merci beaucoup. Oui, je me présente, Jean-Pierre Leleux, je suis sénateur des Alpes-Maritimes et j'ai pris le relais d'un combat, entre guillemets, qui a commencé il y a déjà plus de 30 ans et qui consiste à rendre obligatoire une formation au premier geste de secours dans le cadre du permis de conduire. On part du constat que vous connaissez mieux que moi, c'est que dans le cadre d'un accident de la circulation, les quelques minutes qui séparent le moment de l'accident de l'intervention des secours, quelle que soit leur diligence et quelle que soit leur précipitation pour venir, il y a un temps qui, dans certains cas et un grand nombre de cas, est déterminant pour la survie du blessé. Pour permettre de faire attendre les secours et ce laps de temps, il faut que le premier personnage, la première personne qui arrive sur le théâtre de l'accident puisse éventuellement, s'il est capable de le faire, pour permettre cette survie dans le cadre de détresse grave, respiratoire ou hémorragique. Quelle est la personne qui arrive vraisemblablement la première sur le théâtre de l'accident? C'est un autre automobiliste ou c'est quelqu'un qui arrive derrière. D'où l'idée de former, dans le cadre du permis de conduire, l'ensemble d'une classe qui seraient les intervenants de ces premières minutes. Alors, c'est inspiré par un courant qui promouvait et qui promeut toujours ce qu'on appelle les 5 gestes qui sauvent, et la loi que j'ai déposée en collaboration avec Jean-René Le Serre, qui est passé en première lecture au Sénat, qui est déjà passé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, est en cours de navette. Donc, ceci pour vous dire qu'elle n'est ni encore adoptée, ni promulguée. Et en tout cas, elle n'est pas encore écrite dans les termes que je souhaite. Les 5 gestes en question sont 2 gestes d'alerte que vous connaissez bien, qui sont l'alerte et la protection du site. Et les 3 autres gestes, ce sont les gestes de survie, sur lesquels je reviendrai quelques instants: la ventilation éventuelle, la comprimée et sauvegardée. Il s'agit d'une formation pratique, pas théorique comme on l'entend encore dans les textes, c'est-à-dire une formation qui serait assurée par les associations agréées, Croix-Rouge, sapeurs-pompiers et les autres, et qui délivrerait une attestation qui serait incluse dans le dossier du permis de conduire. Il n'y aurait pas d'épreuve supplémentaire. Il y aurait simplement une formation anticipée dans un calendrier préalable au passage des 2 épreuves de la théorie et de la pratique du permis de conduire, mais que simplement cette formation soit un filtre qui permette à chacun des candidats au permis de conduire d'être formé. Ça concerne 700 000 personnes par an, et l'intérêt, bien entendu, de cette mesure, c'est une formation de masse, grand public, et qui serait, à notre sens, efficace. On pense à une formation qui durerait 4 heures pour ces 5 gestes, et ce qu'il faut bien préciser, parce qu'il y a bien entendu des objections sensibles à cette proposition de loi, la première des objections, c'est: est-ce qu'on laisse le grand public intervenir
avec les risques que cela suppose de pouvoir aggraver la situation. Bon, il s'agit bien de gestes élémentaires, extrêmement simples, qui consistent à éviter l'asphyxie, ne serait-ce que par les dégurgitations ou les saignements ou les vomissements du blessé en fonction de sa position. Ce sont donc des gestes qui permettent une libération des voies aériennes, car souvent le blessé ne meurt pas de sa blessure traumatique, mais simplement d'insuffisance respiratoire ou d'étouffement. Et il s'agit, après la libération éventuelle des voies aériennes, de procéder à la PLS, pour le mettre dans sa position de côté. La compression, il ne s'agit évidemment pas de faire ni un garrot ni quoi que ce soit, mais simplement une pression pour limiter l'hémorragie externe du blessé. Les objections, c'est évidemment celle-là. La deuxième, et elle a été évoquée par le commandant Testa, est-ce qu'il faut une multiplicité de formations dans des circonstances particulières ou est-ce qu'il faut les concentrer en une avec une formation sur la contextualité de l'intervention du grand public? Nous pensons qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion que le permis de conduire donne à faire passer toute une classe d'âge, parce que c'est à peu près à 18 ans, avec une maturité qui irait dans la continuité de ce qui est fait par l'éducation nationale aux âges de l'enfance et qui sont davantage de la sensibilisation. Et nous pensons qu'il s'agit là d'une très bonne opportunité pour sauver ce que l'on pense être dans ce laps de temps-là environ 250 à 350 vies sur les 4000 tués par an que nous avons. Donc voilà, en quelques mots, cette loi, pour l'instant, les objections sont encore très fortes pour être précis dans la loi sur les gestes de survie. La loi prévoit d'ailleurs que la précision de cette formation sera évidemment prescrite par un décret et par un intérêt réglementaire. Voilà l'objet de cette loi. Moi, je me bagarre pour la faire adopter. Je rencontre pas mal d'obstacles, mais elle va revenir dans les mois qui viennent au Sénat et je vais essayer de la remodifier pour aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. Je reste à votre disposition. Je n'ai pas beaucoup plus de temps pour vous l'exposer, d'autant qu'elle est en voie de mutation. Ce texte est en voie de mutation dans la navette parlementaire et qu'il faudra suivre simplement l'actualité parlementaire pour savoir comment elle va aboutir. Merci de votre attention. Merci Jean-Pierre Leleux. Merci. Merci de nous avoir conduits à travers cette loi et ses perspectives. Et nous terminons cette table ronde avec Christophe Talmé de la CRF pour évoquer l'initiation au risque à la Croix-Rouge française. Et juste après, on prendra pas longtemps, quelques minutes pour vos questions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous parler d'une initiative faite à la Croix-Rouge française qu'on a intitulée l'initiation au risque. Tout simplement, on a fait un certain nombre de constats, une étude sur laquelle nous sommes tous citoyens en Europe ou ailleurs, assez confortés légitimement par les autorités locales qui sont censées nous protéger. Si on a un souci quel qu'il soit, on fait un numéro de téléphone et en principe, il y a des secours qui viennent à notre devant pour nous aider. C'est un concept, tout simplement. On sait pertinemment qu'on vit dans un environnement difficile, mais cette conscience, elle n'est pas évidente. On se dit que ça arrivera peut-être aux autres et que peut-être, en tout cas, on est bien protégé. Notre réflexion, c'était de dire aussi que la protection commence par soi-même. Alors j'ai repris une phrase de Ban Ki-moon qui disait que de toute façon les catastrophes elles augmentent de plus en plus. On a aussi en parallèle
une préparation, une résistance à ces catastrophes. Pour autant, elles augmentent plus vite que nos résistances. Et soit nous composons, soit nous nous préparons à les anticiper et éventuellement à les gérer quand elles arrivent. Alors depuis 2007, la Croix-Rouge française s'est inscrite dans un programme qu'on a appelé l'autoprotection des citoyens. C'est tout simplement réveiller les consciences et initier une amorce de réponse à travers la population en leur donnant des éléments de prévention et de préparation aux catastrophes. Ça passe essentiellement par une méthode de sensibilisation qu'on appelle l'initiation de la réduction des risques, pour laquelle je vais vous parler. On a 3 concepts. Alors c'est celui dont je viens de vous parler, favoriser la prise de conscience des citoyens, l'initiation de la réduction des risques, je vais en parler dans quelques instants, mais aussi 2 autres concepts, qui est la création d'un corps de réserve de l'urgence. Alors c'est quoi? C'est utiliser les compétences des gens qui n'ont pas forcément le temps et la disponibilité pour être intégrés dans nos associations dans l'action, mais qui, en cas de situation difficile, peuvent renforcer les équipes et apporter leurs compétences. C'était garder ces compétences, ces capacités et les utiliser. Donc ces gens-là sont identifiés et préparés, bien sûr. Et enfin, à travers des colloques et des formations, développer cette sensibilisation. Alors, la réduction des risques, pour aller très vite, ça consistait à adopter un comportement adapté pour préparer et prévenir et répondre efficacement aux catastrophes. C'est des grands mots. On a conçu une initiation. Et cette initiation de 2007 à 2012, c'était une sensibilisation qu'on développait à travers des événements, des colloques ou autres. Et depuis 2012, on l'a intégrée dans la formation PSC1. C'est-à-dire que dans le volume de la formation prévention secours civique, on a ajouté en introduction du PSC1 ce module qui dure 1 heure et qui a un sens, puisque cette initiation, ce n'est pas une formation. C'est une discussion entre les citoyens et le formateur, qui n'a pas forcément la spécialité, dans lequel on va essayer d'étudier quel est l'environnement de cette personne, les risques potentiels, comment on peut les identifier, comment on peut s'y préparer. Et une réponse, c'est aussi la formation premier secours, et donc on suit cette initiation par la formation PSC1. Alors l'initiation, la réduction des risques, c'est pas, j'ai mis le terme formation, mais c'est surtout une sensibilisation d'1 heure. Elle est construite sur 4 modules. La première chose, c'est bien faire identifier aux gens le contexte. Qu'est-ce que c'est que la catastrophe? Qu'elle soit individuelle ou collective. Comment je peux y faire face? En fait, il y a une discussion entre le formateur et les personnes sur donner une image à la catastrophe. C'est quoi la catastrophe? Donc on va définir une définition et à partir de là, on va essayer de construire un plan d'action qu'on appelle le plan familial, dans lequel on réfléchit avec le public sur quelles sont les actions à mener chez soi, quel est l'environnement autour de chez soi, parce qu'on habite quelque part, mais on ne sait pas forcément quels sont les risques autour de chez nous. Ou alors on les identifie, mais bon, d'ici que ça arrive, on verra bien. En fait, quel est ce risque? Comment je peux y préparer? Comment je prépare ma famille? Quelles sont les actions que je peux mener? Qu'est-ce que j'ai chez moi? Enfin, un certain nombre d'éléments sur une forme de question-réponse dans lequel chaque participant va apporter les éléments de la réponse. Ce n'est pas le formateur qui apporte les réponses, c'est bien l'ensemble des gens. Au début, c'est 10 individus, à la fin, c'est une équipe constituée qui réfléchit sur un problème. Et on termine par la présentation de ce qu'on appelle, nous, un kit. C'est un sac dans lequel on a rassemblé un certain nombre d'éléments qui vont répondre aux besoins fondamentaux de la survie immédiat. On a identifié avec eux quels sont les besoins fondamentaux de la survie, vous en connaissez, il faut boire, il faut manger, il y en a d'autres, et dans lequel on a rassemblé dans ce sac, un sac dans lequel on a mis un certain nombre d'éléments, ils en discutent entre eux. Ça intéresse pour moi, ça m'intéresse pas, ça peut servir à ça. C'est une formation qui a été complétée par d'autres modules, vous êtes tout à l'heure, en particulier par un petit module qu'on appelle « Et si demain ?» C'est tout simplement une simulation interactive qui rassemble les élus d'une commune et les citoyens d'une commune, dans lequel, sur une situation d'inondation, on va faire réfléchir les uns et les autres sur les actions à mener. On s'aperçoit que les citoyens ont plein d'idées, mais ne connaissent pas les plans d'action. Et les élus s'aperçoivent qu'eux, ils ont des plans d'action et que les citoyens ne les connaissent pas. Donc on met en relation, grâce à cette simulation, les personnes qui se côtoient tous les jours, mais qui ne connaissaient pas la réponse dans leur domaine.
Et puis, une expérience qu'on a menée il y a 2 ans, pardon, Nîmes, capitale de la prévention, puisque le Gard est quand même très sensible aux inondations. On a rassemblé sur un espace de 300 mètres carrés tout ce qui concernait la prévention. Et c'était à la fois la destination des scolaires, des enfants, et à la fois la destination des adultes. Donc on a essayé de leur faire comprendre à travers des animations ludiques, vidéos, jeux. On a chez nous à la Croix-Rouge française un jeu interactif qui s'appelle le mime. C'est un mime qui mime des actions et on doit retrouver les différentes actions et les mettre dans l'ordre. Donc on a effectivement au final sensibilisé 1300 élèves. Il y a eu 23 établissements qui se sont présentés et à peu près 300 adultes qui ont participé à ces jeux. Et pour la partie adulte, on l'avait recréé dans un local de 15 mètres carrés, une maison qui avait été inondée avec l'odeur, les sièges, des photos, des bruits, des images, pour avoir le ressenti des gens et savoir ce qu'il fallait faire. Et cette approche de mettre les gens en situation, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit, mettre les gens en situation, on s'aperçoit qu'on accroche, en fait, ils éprouvent des difficultés quant aux réponses, on identifie avec eux les causes et on apporte les solutions avec l'initiation de la réduction des risques. En tout cas, c'est un produit qui se développe bien puisqu'on l'a intégré dans le PSC1, donc on est en croire de dire que ça commence à rentrer dans les mœurs. C'est vrai que la difficulté initiale, c'était que les gens ne se sentaient pas concernés en fait. Le premier secours, il y a un défibrillateur, il y a un mannequin, j'étais confronté à une réalité, il faut faire quelque chose. Dans cette initiation, il faut réfléchir et c'est à moi d'apporter la solution. Donc au début, c'est vrai que c'était un petit peu difficile d'asseoir les gens en face et leur dire et chez vous, et connaissez-vous vos risques, qu'est-ce que vous feriez? Par un jeu d'animation, c'est vrai qu'il est très animateur dépendant, on est arrivé à créer des liens et le bouche à oreille a fait le reste. En tout cas, cette initiation, c'est une vraie réalité, elle est reconnue en tout cas chez nous au sein de la Croix-Rouge et le million de personnes qu'on forme en grand public au sens large est sensibilisé. Donc on espère au fur et à mesure que ça fera tache d'huile et que ça va se développer. Je vous remercie de votre attention. Merci Christophe Talmé. Alors malheureusement, on n'a pas le temps pour des questions éventuelles. Il faut qu'on passe à la conférence suivante. Mais nos intervenants sont bien sûr à votre disposition à la fin de cette conférence pour toutes vos questions. Surtout, ne bougez pas. Dans 3 minutes, on enchaîne avec la pédagogie. Et si la pédagogie suffit aujourd'hui pour former le grand public. Voilà, merci à tous et merci à vous d'être avec nous. Christophe Talmé et Patricia Bristol, je vous garde pour la prochaine conférence.